Samuel Dupuy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview de CGTN Français. Nous allons parler de la diplomatie chinoise. Depuis une quarantaine d'années, avec l'essor de la puissance chinoise, la diplomatie de la Chine a beaucoup évolué pour adopter à présent une approche beaucoup plus dynamique. Pourriez-vous revenir succinctement sur cette évolution ? La date symbolique que moi je voudrais mettre en avant, c'est la date de 2011. La date est particulièrement intéressante, précédant évidemment 10 ans en arrière avec l'entrée de la Chine au sein de l'OMC en 2001, mais en 2011, symboliquement, la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale. D'ailleurs, la Chine ne cesse de rappeler qu'à l'horizon 2049, l'objectif est d'obtenir ce qu'on appelle la parité stratégique, c'est-à-dire le dépassement, ou en tout cas l'équivalence avec la puissance américaine sur tous les plans. Au plan, comme je l'évoquais, du PIB, ils en sont pas très loin, puisque le PIB chinois, comme je le rappelais, est de 13 500 milliards de dollars. Le PIB américain n'est que, entre guillemets, de 16 000 milliards de dollars. Donc on voit bien qu'il y a une accélération, une pente ascendante de la politique commerciale, la politique étrangère chinoise. Pour résumer mon propos, il y a eu une accélération durant les 20 dernières années avec une plus grande participation aux affaires du monde de la part de la Chine, et c'est vrai sur le plan économique comme sur le plan stratégique. On a pu constater ces dernières années que la Chine mettait en avant son attachement au multilatéralisme, notamment en jouant un rôle particulièrement actif au sein des organisations internationales. En quoi, d'après vous, contribue-t-elle à relever le défi commun qui consiste aujourd'hui à sauver le multilatéralisme ? Alors le multilatéralisme est une question qui nous rapproche singulièrement, nous, diplomatie française et diplomatie chinoise. Premièrement parce que nous y mettons sans doute les mêmes mots ou davantage de mots en commun que vis-à-vis de nos partenaires traditionnels que sont les États-Unis. Le multilatéralisme a deux préalables ou deux piliers qui sont évidemment incontournables. Premièrement, pour construire un multilatéralisme fort, il faut des États forts, donc des États qui soient légitimes économiquement, avec un PIB qui contribue à développer le pays de manière homogène. De ce point de vue, il faut se féliciter par exemple que la Chine, n'en déplaise aux critiques, ait pu sortir 800 millions de ses citoyens de l'extrême pauvreté. Et donc de ce point de vue-là, ça participe aussi à une capacité d'attraction vis-à-vis d'autres modèles économiques, de nos voisinages ou vis-à-vis de partenariats tels qu'elle le souhaite avec le continent africain. Mais il y a un deuxième présupposé, à côté des États forts, c'est un régionalisme fort. Donc il faut faire en sorte que les organisations régionales, l'Union européenne, l'Union africaine, ou les organisations à laquelle participe la Chine, je pense notamment à l'Organisation de coopération de Shanghai, qu'elle a créée en 2001. On pourrait aussi penser à une organisation qu'on connaît moins en Europe, qui est le SICA, la conférence sur les mesures de confiance sur le continent asiatique, beaucoup plus récente, à laquelle d'ailleurs participent les États-Unis comme observateurs, et pour lequel l'Europe devrait là aussi s'intéresser. Et le multilatéralisme, comme vous l'évoquez, a quand même souffert d'une absence assez criante et peut-être critiquable de personnalités chinoises qui incarnaient ce multilatéralisme fort. Il a fallu attendre juin dernier pour qu'il y ait, par exemple, un Chinois qui soit secrétaire général d'une organisation des Nations Unies, en l'occurrence la FAO. D'ailleurs, la France avait mis un candidat contre elle. Il a fallu attendre, il y a quasiment un an, pour qu'il y ait le premier haut représentant, ou représentant spécial plutôt, du secrétaire général des Nations Unies, pour une zone ô combien problématique et pour laquelle les Chinois contribuent à assurer la sécurité dans la région des Grands Lacs et dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc on voit qu'évidemment sur cette question, et peut-être que l'avenir nous dira si le multilatéralisme ne passe pas par un langage commun, et ce langage commun, ce n'est pas forcément que penser le multilatéralisme dans ses formes existantes, mais d'envisager les nouveaux lieux décisionnels de ce multilatéralisme qui se font dans des organisations que j'ai déjà citées, et puis surtout un élément qui ouvre beaucoup de perspectives, qui est celui de la polygouvernance ou la pluralité dans le multilatéralisme. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire l'ONU, mais d'amener de nouveaux acteurs dans l'ONU, et pas seulement que les États.
Les nouvelles routes de la soie suscitent des sentiments parfois mitigés en Europe et notamment en France, entre intérêt pour les investissements chinois d'un côté, mais aussi crainte de la puissance chinoise. Qu'est-ce qui suscite ces craintes, d'après vous, et sont-elles justifiées? Alors écoutez, là, je pense que la position française pourrait différer des positions européennes, pour une raison simple. C'est que nous avons, nous, Français, une relation exceptionnelle, au sens propre du terme, avec la Chine. Nous avons reconnu la République populaire de Chine en 1964. Une des raisons pour lesquelles on pourrait penser qu'il y a une forme d'attentisme ou une forme de réserve vis-à-vis des routes de la soie tient au fait que la France n'a pas besoin de faire partie des routes de la soie pour avoir une relation particulière, exceptionnelle, supérieure à tout autre pays européen. C'est sans doute comme cela que je perçois la réserve française. Nous n'avons pas besoin de signer, comme l'ont fait la Suisse, comme l'a fait la Grèce, comme l'a fait encore récemment l'Espagne, ou l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, car notre relation est ancienne. C'est le premier élément. Deuxième élément, je crois que le principe des routes de la soie est une philosophie. Il exprime particulièrement bien la nouvelle puissance chinoise, qui consiste à sortir de son territoire, mais à attirer aussi les investisseurs étrangers sur son territoire. Donc l'idée selon laquelle la Chine irait à la conquête du monde est d'une certaine façon une vision un peu tronquée. Une route, évidemment, doit être prise dans les deux sens. On ne va pas d'est en ouest, on ne va pas conquérir des marchés ou chasser ceux qui étaient présents en Afrique, au Proche et au Moyen-Orient, en l'occurrence les puissances occidentales. Non, la Chine a une vision qui me semble assez corroborée avec d'autres pays, on pourrait les appeler les nations-civilisations, qui se pensent à travers leur profondeur. L'Europe a une profondeur, l'est du continent ou la rive sud de la Méditerranée, particulièrement les pays qui ont eu une histoire avec ce continent, Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie. L'Allemagne a une particularité d'avoir toujours regardé à l'est. La Russie a aussi ses propres routes de la soie. Elles ne vont pas dans le même sens que la Chine, puisqu'elles vont du nord vers le sud. Et elles visent justement à se rapprocher des zones chaudes, en l'occurrence les océans, qui évidemment constituent la ossature stratégique de la nouvelle puissance réémergente de la Russie. Mais tout le monde finalement a ses routes de la soie. Nous aussi, Français, quand nous lançons en 2008 le projet de l'Union pour la Méditerranée, nous pensons à travers un espace stratégique qui n'est pas seulement celui de l'Union européenne, qui est celui d'un continent qui ne peut concevoir son avenir qu'à travers une coopération avec son voisinage. Le voisinage euro-africain, le voisinage euro-oriental. Donc cette notion des routes de la soie a au moins cet avantage de montrer à quel point le centre du monde n'est plus entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et le continent européen. L'histoire des 70 années, disons du siècle dernier, par la tragédie des deux guerres mondiales qui nous ont impliqués et qui nous ont obligés à avoir ce sentiment, ou qui ont abouti, pardon, à ce sentiment de solidarité, est interrogée aujourd'hui. Est-ce que la solidarité américaine vis-à-vis du continent européen sera-t-elle aussi forte qu'elle n'a été il y a 70 ans? Le président Emmanuel Macron, par exemple, dans une interview récemment donnée à The Economist, interroge et s'interroge sur le fait qu'il puisse y avoir cette capacité de coopération équilibrée entre membres d'une même organisation, nommément l'Alliance Atlantique, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Comme son nom l'indique, le centre du monde n'est plus à l'Atlantique Nord. Et donc, ces routes de la soie ont au moins cet avantage de montrer que le Heartland, le centre du monde, se situe sur Terre entre l'Europe et l'Asie, d'où cette approche eurasienne ou eurasiatique, et puis évidemment sur la mer, puisque les routes de la soie, ce sont 6 corridors et donc 6 routes, enfin 6 ceintures, et une route maritime qui évidemment montre à quel point la centralité de la zone Indo-Pacifique est devenue une réalité stratégique du XXIe siècle. De ce point de vue, la France et la Chine, la France et les pays asiatiques sont mus par le même intérêt, c'est-à-dire de réguler cet espace qui évidemment est l'espace qui sans doute offre les plus grandes perspectives de développement commercial. Emmanuel Dupuis, merci. Merci beaucoup.